Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet technique, oui, mais vraiment essentiel. Comment optimiser Google Tag Manager pour qu'il ne vienne pas plomber les performances de son site web? Les documents qu'on a étudiés sont clairs. Cet outil, hyper pratique pour le marketing, c'est vrai, peut vite devenir un boulet s'il est mal configuré. Notre mission, si on l'accepte, distiller les meilleures pratiques pour un GTM qui reste rapide et efficace. Alors, la grande question, comment on fait pour que GTM reste un allié et pas un frein? Allez, on décortique ça. La première idée qui ressort très fort, c'est l'utilisation des templates de balises. Pourquoi est-ce si important comparé aux balises HTML personnalisées? C'est une question directe de performance en fait. Les templates, que ce soit ceux de GTM ou ceux de la communauté, ils sont écrits en JavaScript, mais un JavaScript, disons, encadré, optimisé. Ils s'intègrent de manière beaucoup plus fluide avec le moteur GTM. D'accord. Alors qu'une balise HTML perso, elle injecte du code un peu comme elle veut. Du coup, le navigateur doit analyser, exécuter ce script en plus, et ça, ça peut ralentir l'affichage tout simplement. Le gain en fluidité est vraiment notable avec les templates. Et ça rejoint un autre point mentionné, limiter les variables JavaScript personnalisées qui sont complexes. Exactement. C'est un peu le même principe. Une variable JS personnalisée, ça peut exécuter du code à chaque événement, à chaque page vue. Si le calcul derrière est un peu lourd, l'impact sur la réactivité du site, il est réel et il s'accumule. Donc on privilégie quoi à la place? L'idéal, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui existe déjà dans le data layer. Ou alors de demander aux développeurs de pousser l'info directement depuis le serveur. Moins de calcul côté client, c'est toujours mieux pour la performance. Parlons un peu de l'asynchronisme. GTM est asynchrone par défaut. On entend souvent que c'est la solution magique. C'est un avantage fondamental, ça c'est sûr. GTM se charge sans bloquer le reste de la page, le rendu initial. C'est crucial. Mais attention, asynchrone, ça ne veut pas dire sans intact. Ah bon? Et oui, même s'il est chargé en parallèle, un script, une fois qu'il s'exécute, il consomme des ressources, du processeur, de la mémoire. Surtout si c'est un script ajouté via une balise HTML perso ou une variable un peu complexe. Je vois. Donc même si ça ne bloque pas le premier affichage, ça peut quand même ralentir l'interactivité de la page après coup. C'est un point important, ça, hein, souvent oublié. Précisément, l'asynchronisme, ça évite le blocage direct, oui, mais la charge de travail sur le navigateur, elle existe toujours. Il y a une phrase dans les sources qui m'a marqué, il y a Jelly, ce n'est pas GTM lui-même, c'est ce que vous y mettez. Comment on agit là-dessus concrètement? Par la sobriété, il faut être plus pertinent, déclencher les balises seulement quand c'est nécessaire, C'est-à-dire? sur les bonnes pages, suite aux bonnes actions utilisateurs, pas partout, tout le temps, par défaut. Simplifier les variables, on en a parlé, et surtout rationaliser le nombre de balises. Souvent, on voit une multitude de balises pour le même partenaire marketing, une par pays, une par micro-événement. Oui, ça peut vite devenir le chaos. Exactement. Alors qu'en général, une ou deux balises bien configurées, avec une bonne logique de déclenchement, suffisent largement par partenaire. Ça demande donc une approche plus stratégique et une certaine hygiène dans la configuration. Il faut un processus clair, j'imagine. Absolument. C'est indispensable. Un processus documenté, pour ajouter bien sûr, mais aussi et surtout pour revoir et supprimer régulièrement ce qui n'est plus utile. Sinon, on accumule ce qu'on appelle la dette analytique. Des vieilles balises, des déclencheurs qui ne servent plus, des variables oubliées. Tout ça alourdit le container GTM pour rien, à chaque page vue. Et ça s'accumule vite, sans qu'on s'en rende compte. Très vite. Donc, des revues périodiques, peut-être aidées par des outils d'export ou d'analyse de la configuration GTM, c'est une bonne pratique. Faire le ménage, quoi. C'est noté. Au-delà du nettoyage, est-ce qu'on peut jouer sur le moment où les balises se déclenchent pour optimiser? Oui, et c'est très efficace. L'idée, c'est de retarder tout ce qui n'est pas essentiel à l'affichage initial, à ce que l'utilisateur voit en premier. Comment on fait ça? Au lieu d'utiliser le déclencheur PageView standard gtm.js qui arrive très tôt, on peut utiliser DOM-ready, gtm.dom, là la structure HTML de la page est prête, ou encore mieux, window-loaded, gtm.load. Ça, c'est quand toutes les ressources initiales, y compris les images, sont chargées. D'accord. Et il y a même une astuce qui est mentionnée, créer un déclencheur personnalisé avec un petit délai. Par exemple, attendre 1,5 seconde après window loaded pour lancer les balises marketing les moins prioritaires. Ah oui, c'est malin ça. Donner la priorité absolue à l'expérience utilisateur immédiate. Et le server-side GTM, est-ce que ça change vraiment la donne? Alors là, oui, c'est une évolution majeure.
Le GTM côté serveur, ça déplace une grosse partie du travail du navigateur vers un serveur intermédiaire qu'on contrôle. Ce qui veut dire moins de scripts tierces qui s'exécutent directement sur le poste de l'utilisateur. Donc un gain direct de performance perçu, c'est évident. Et en plus, ça ouvre d'autres portes. On peut enrichir les données côté serveur. L'exemple donné avec Firestore pour aller chercher des infos produits à partir d'un simple ID, c'est intéressant. D'accord. Si on combine ça avec les techniques de base comme le cache, la minification et même des choses comme servir GTM via son propre CDN, ce qu'on appelle le proxying, on peut vraiment gratter de précieuses millisecondes. Bien, c'est très clair. Alors, si on devait résumer les points clés pour garder un GTM performant, on retiendrait quoi? Alors, je dirais, premièrement, utiliser les templates JTM autant que possible. C'est la base. Deuxièmement, minimiser les variables JavaScript personnalisées qui font des calculs lourds. Troisièmement, bien comprendre que l'asynchronisme, c'est bien, mais ça n'élimine pas l'impact sur les ressources. Faut rester vigilant. Oui. Quatrièmement, rationaliser à fond, déclencher au bon moment sur la bonne page et surtout, regrouper les balises intelligemment. Moins, c'est mieux. Cinquièmement, mettre en place un processus de nettoyage régulier, indispensable pour éviter la dette analytique. Ah, le fameux ménage. Voilà. Sixièmement, retarder le déclenchement des balises non critiques, DOM ready, window loaded, voire ajouter un délai. Et enfin, septièmement, explorer les possibilités du server-side GTM et les optimisations de livraison type cache et proxying via CDN. Parfait. En clair, la performance web avec GTM, ce n'est pas une fatalité. C'est vraiment le résultat de choix techniques et d'une certaine rigueur dans la configuration et la maintenance. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour l'avenir. Je t'écoute. Avec la pression croissante sur la performance web, les Core Web Vitals notamment, et aussi tous les enjeux de confidentialité des données qui poussent à limiter les scripts côté client, jusqu'où cette tendance du traitement côté serveur va-t-elle nous mener? Est-ce que ça ne pourrait pas, à terme, remodeler fondamentalement la manière dont on collecte et on utilise les données clients? C'est une vraie question, je pense. Une question passionnante pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.